C'est un jour d'avril froid et lumineux et les pendules sonnent 13 heures. Winston Smith, qui rentre le cou dans les épaules pour échapper au vent aigre, se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de la résidence de la Victoire, pas assez vite tout de même pour empêcher une bourrasque de poussière gravillonneuse de s'engouffrer avec lui. Le hall sent le chou bouilli et le vieux paillasson. Sur le mur du fond, on a punaisé une affiche en couleur trop grande pour l'intérieur. Elle ne représente qu'un énorme visage de plus d'1 mètre de large, celui d'un bel homme de 45 ans environ, à l'épaisse moustache noire et aux traits virils. Winston se dirige vers l'escalier. Il est inutile de chercher à prendre l'ascenseur qui fonctionne rarement, même en période faste, et en ce moment le courant est coupé en plein jour par mesure d'économie à l'approche de la semaine de la haine. L'appartement est au 7e, et Winston, qui a 39 ans et un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, monte lentement, se ménageant plusieurs haltes en route. À chaque palier, en face de la cage d'ascenseur, la face énorme sur l'affiche l'observe, car c'est un des portraits conçus pour suivre le spectateur des yeux. « Big Brother te regarde », dit la légende inscrite au-dessous. À l'intérieur de l'appartement, une voix gourmande dévide une liste de chiffres relatifs à la production de fonte. Elle émane d'une plaque de métal oblong qui ressemble à un miroir terni et occupe une partie du mur de droite. Winston tourne le bouton. La voix décroît sans que les mots cessent d'être intelligibles. On peut mettre en sourdine l'appareil, le télécran, c'est son nom, mais pas l'éteindre. Il s'approche de la fenêtre, petite silhouette frêle dont le bleu de travail du parti ne fait que souligner la maigreur. Il est d'un blond pâle, le visage naturellement sanguin, la peau irritée par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui finit tout juste. Bonjour, prenons l'équation 9x égale 9. Combien vaut x? 9x égale 9, donc x égale 9 neuvièmes, donc x est égal à 1. Ou alors 9x égale 9, donc x égale 9 neuvièmes, ce qui équivaut à dire que x égale 9 fois 1 neuvième, soit 9 fois 0,11111 à l'infini, x est égal à 0,9999999 à l'infini. Conclusion, 1 égale 0,99999 à l'infini. Des questions? Bien, bouquin maintenant. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler du roman 1984 de George Orwell, le nom de plume de Eric Arthur Blair. Il s'agit d'un roman de science-fiction dans la famille Anticipation-Dystopie paru en 1949. Et pour l'anecdote, c'est le dernier roman écrit par George Orwell qui est mort 1 an plus tard, très jeune, à 46 ans, des suites de la tuberculose. J'ai lu ce roman en format poche chez Folio, environ 390 pages, et il s'agit d'une nouvelle traduction signée José Camoun, qui est éditée par Folio et Gallimard depuis 2018. Si tu as déjà lu ce roman, certains mots que je vais utiliser vont différer un petit peu. En ce qui me concerne, je suis néanmoins obligé de faire avec la version que j'ai lue. Les notions Océania, Eurasia et Estasia deviennent Océanie, Eurasie et Estasie. La novlangue est transformée en néo-parlé. Quelques différences infimes, mais tu devrais t'y retrouver. L'histoire se passe à Londres, donc en Océanie. Oui, c'est bizarre. Moi aussi, au départ, je pensais qu'on me parlait de l'Océanie telle que je la connais, telle que je la conçois aujourd'hui, mais non, rien à voir. La planète est divisée en 3 parties, gouvernées par 3 superpuissances. L'Eurasie, l'Estonie et l'Océanie. Pour faire plus simple, le monde ressemble à ça. Et nous, on est là, à Londres. Donc, cette fiction s'inspire de régimes totalitaires tels que le nazisme ou le stalinisme. Le régime à parti unique qui voit tout, contrôle tout, décide de tout, et où tout est interdit, sauf ce qui sert à le rendre plus fort et plus puissant.
En clair, tout ce qui ne sert pas le parti est par définition un acte de trahison et peut te conduire à la prison, voire à la peine de mort. Et ça concerne également le contrôle de la pensée par une autodiscipline permanente et constante de chaque instant. Parce que Big Brother est omniprésent et Big Brother te regarde. Nous sommes en 1984 à Londres sur le territoire de l'Océanie et nous faisons la connaissance de Winston Smith, un homme de 39 ans. Après une guerre nucléaire survenue dans les années 50, le monde est divisé en 3 parties, gouvernées par 3 superpuissances, l'Océanie, l'Eurasie et l'Estasie. Big Brother décide de tout, il contrôle tout, il voit tout et il sait tout. Les avancées scientifiques et technologiques servent à accroître la domination totale de Big Brother sur le monde. Par exemple, les ingénieurs ont mis au point le télécran, un dispositif de visionnage obligatoire dans tous les foyers et qui permet également, équipé de micros et de caméras, de voir et d'entendre tout, en permanence sous surveillance de la police de la pensée, la mentopolice. Et si tu es coupable de pensée révolutionnaire, de mentocrime, alors Big Brother le saura. Tu es surveillé en permanence et dans tout ce que tu entreprends. Même parler en dormant, si tu prononces des paroles qui vont à l'encontre de la suprématie du parti, est un crime, un acte de trahison. 4 ministères régissent l'Océanie. Le ministère de la Vérité, en charge de la propagande. Le ministère de la Paix, en charge de la guerre. Le ministère de l'Abondance, chargé d'organiser les pénuries. Le ministère de l'Amour, chargé des captures, emprisonnements, tortures et exécutions. Ça semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais au fond, pas tant que ça, parce que tout est possible grâce à la double pensée. Cette faculté d'être absolument persuadé, intimement convaincu que 2 notions qui pourtant s'opposent ne sont pas incompatibles. Double pensée que l'on retrouve également dans le slogan du parti. Guerre et paix. EST du verbe être. Liberté et servitude. Ignorance et puissance. La société est divisée en 3 classes sociales. Les membres du parti intérieur, la tête de Big Brother qui jouissent de quelques privilèges sociaux et économiques. Les membres du parti extérieur, en quelque sorte les bras de Big Brother, qui sont déjà restreints par des pénuries de biens de première nécessité en permanence, et enfin tout le reste, le prolétariat. Winston fait partie du parti extérieur, il travaille au ministère de la Vérité et plus précisément au service des archives. Son travail consiste à réécrire le passé pour que tout colle avec la vérité unique imposée par Big Brother. L'Océanie, alliée avec l'Estasie, est en guerre contre l'Eurasie. Très bien, et si les rôles s'inversent, alors tout doit être réécrit, pour faire croire que la nouvelle donne existe en réalité depuis toujours. Tous les articles de presse, tous les films, tous les livres, toutes les références au passé doivent être revues et corrigées pour coller avec ce nouveau passé. Ainsi, il est impossible de prouver que Big Brother ment, et si on ne peut pas prouver qu'il ment, c'est qu'il dit la vérité. Les jours se succèdent, Winston est dans sa routine. Il doit réécrire l'histoire, mais il n'arrive pas à se convaincre que la vérité qu'il vient d'écrire est la seule qui ait jamais existé. Malgré lui, il se souvient. Il se souvient de comment c'était avant. Incapable de croire pleinement à la vérité imposée par Big Brother, Winston se rend coupable de mentocrime. Il doit tout faire pour le cacher, mais est-ce réellement possible de cacher chaque micro-expression en permanence qui serait susceptible de le trahir? Une de ses collègues commence à le suivre. Il la croise de plus en plus et à des endroits plutôt imprévus, des coins de rue peu fréquentés par exemple. Il est persuadé qu'il s'agit en réalité d'un agent secret des forces de la mentopolice. La pression est de plus en plus forte sur ses épaules, mais il trouve un réconfort. Un simple échange de regards avec l'un de ses autres collègues, O'Brien. En une fraction de seconde, Winston comprend que O'Brien est en réalité membre de la force révolutionnaire fondée par Emmanuel Goldstein, l'ennemi numéro 1 de Big Brother, une organisation secrète
qui agit dans l'ombre pour détruire le parti. Un jour comme un autre, Winston est au travail et il se retrouve seul dans un couloir avec cette femme qui le suit partout. Quand elle se trouve à son niveau, elle s'écroule au sol. Winston va pour l'aider et alors qu'il la relève, il sent qu'elle lui glisse un petit morceau de papier dans la main. De retour à son bureau, Winston ouvre discrètement ce petit bout de papier. Sur celui-ci, 3 mots, mais 3 mots qui vont tout changer. Je vous aime. Elle s'appelle Julia. L'amour est illégal, et s'ils veulent que cette romance ait la moindre chance d'exister, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir confesser leur manteau crime à O'Brien pour que celui-ci les introduise dans la résistance. « 1984 » est un roman paru en 1949, soit bien avant l'invention de l'ordinateur tel qu'on le conçoit aujourd'hui, ou même l'invention d'Internet. En faisant la lecture en 2023, il est impossible de ne pas faire certains rapprochements avec la technologie et la société actuelle. L'idée la plus évidente reste la mise en garde de l'auteur envers les régimes totalitaires et les dérives qu'ils entraînent. Les dérives tant idéologiques que technologiques. Tout d'abord, on pourrait voir cette notion de néo-parler. L'un des services du ministère de la Vérité est en charge de l'élaboration du dictionnaire du néo-parler dont la 10e édition s'apprête à paraître. Le principe du néo-parler consiste à réduire drastiquement le vocabulaire pour n'en laisser finalement que des bribes. Les personnes en charge de l'élaboration de ce nouveau langage se réjouissent du nombre de mots qu'il a été possible de supprimer. Et plus les éditions de ce dictionnaire avancent, plus le vocabulaire est restreint. Par exemple, si on prend les notions de bien et de mal, plutôt que de dire mal, on peut dire un bien. Plutôt que de dire très mal, tu peux dire super un bien. Et si vraiment tu veux insister, plutôt que de dire extrêmement mal, tu peux dire double super un bien. Donc le mot mal ne sert à rien. Il peut être supprimé. En réduisant le vocabulaire disponible, tu restreins aussi la pensée. Comment veux-tu avoir des idées révolutionnaires s'il n'existe absolument aucun moyen de les formuler aux autres ou même à toi-même ? Si tu supprimes les nuances de mots, tu supprimes par la même occasion toutes les nuances de la pensée unique imposée par une entité supérieure, ici Big Brother. Entrent en jeu également des mots issus de la double pensée. Par exemple, le mot noir-blanc. Si tu utilises le mot noir-blanc pour parler d'un ennemi de Big Brother, sa signification est que tu le dénigres, tu ne l'approuves pas, tu l'exècres. Mais si tu utilises le mot noir-blanc pour parler de l'un des serviteurs de Big Brother, cela veut dire que tu l'admires et que tu l'approuves. Il n'existe donc plus aucun moyen d'exprimer un désaccord avec Big Brother. Toutes ces notions de néo-parler sont exprimées en appendice à la fin du bouquin, et je te recommande franchement de commencer par lire ça avant d'attaquer l'histoire. Le nivellement de la pensée, autrement dit la pensée unique. Dans ce roman, elle est imposée par l'application d'un communautarisme absolu au centre de tout, et donc la destruction de l'individualisme. Toutes les actions, décisions et pensées de tous les sujets soumis au régime de Big Brother n'ont qu'un seul but, servir le parti, au détriment de leurs intérêts personnels et individuels. Par exemple, tu te réjouis que tes enfants, qui vivent sous le même toit, soient de parfaits petits espions de la Mentopolis et n'hésite pas à te dénoncer si tu fautes. Tu en es même fier, quelle bonne éducation ils ont reçue. Et toi, pour tout ce qui te concerne, pour tout ce qui te définit, tout ce qui fait de toi un individu, tu disparais. En réalité, tu n'as jamais existé. Chercher par tous les moyens à faire partie d'un tout t'évite le crime d'avoir à penser par toi-même, et c'est en réalité la seule façon d'être en sécurité. Toutes tes décisions, toutes tes actions, toutes tes pensées n'ont qu'un seul but, servir. Et le slogan du parti le précise bien. La liberté, c'est la servitude. Faire le choix de l'individualisme, faire le choix d'exister, c'est courageux, mais c'est illégal. Quelle autre communauté te sera plus favorable à toi, individuellement, que celle qui n'existe pas? Cette notion de nivellement des idées m'a rappelé autre chose. Dans le roman, le nivellement de la pensée est imposé par un régime tout ce qu'il y a de plus totalitaire. Mais il y a peut-être un autre endroit où c'est en vigueur. Internet, en général, et les réseaux sociaux.
Et pourtant, sur ces plateformes, la liberté d'expression est totale, en tout cas à peu près. Chacun est libre de s'y inscrire, et chacun est libre de rédiger un statut qui sera représentatif de son opinion. Opinion qui pue plus ou moins la merde, certes, mais néanmoins une opinion. Qu'est-ce qu'espère une personne qui poste son opinion sur Twitter? Qu'elle soit lue, qu'elle soit approuvée, et qu'elle soit partagée. Et encore mieux, par un maximum de personnes. Mais quand on poste sur Twitter une opinion qu'on s'est appropriée après l'avoir lue ailleurs, ne prenons-nous pas part au nivellement de la pensée? Et ça me concerne aussi. Je ne suis plus sur les réseaux sociaux et je préférerais encore qu'on me mette les couilles dans un étau plutôt que d'y retourner, mais il y a d'autres moyens d'exprimer une opinion et de la partager. Une chaîne YouTube, entre autres choses. Dans ce roman, la pensée est nivelée par un régime totalitaire qui est dépeint comme la chose à éviter absolument. Et sur les plateformes de libre expression, pourtant, le nivellement de la pensée apparaît naturellement. C'est triste à pleurer, tu trouves pas? La peur primaire de dépareiller. Le rapprochement des technologies décrites dans ce roman et de la technologie actuelle saute aux yeux aussi. Aujourd'hui, la technologie permet de voir et d'écouter l'intégralité de la société en permanence. C'était de la science-fiction en 1949, mais aujourd'hui c'est la réalité. Et c'est même évident avec l'avènement des smartphones. Combien d'entre vous regardent cette vidéo sur un appareil Apple ou Android? Moi-même, je l'enregistre avec un iPhone. La fonctionnalité de déclenchement des assistants virtuels avec Siri, OK Google ou encore le machin Alexa d'Amazon, ça nécessite un micro ouvert en permanence. Mais ça, tu le sais déjà, je ne t'apprends rien. Donc pour que l'individu existe, il faut être dans le déni. Ou alors, tu peux faire le choix de paniquer et de devenir hystérique, pourquoi pas, mais le problème c'est que quand tu auras fini, finalement, tu ne seras pas beaucoup plus avancé. Tout réside dans la confiance que tu accordes aux grandes entreprises, Apple, Google, Amazon, etc., et dans l'espérance que tu as, et moi aussi, pour qu'il n'y ait pas de déviance. Et s'il y en a, avons-nous les moyens de le savoir? Ou aurons-nous les moyens de le savoir à temps? Donc si tu es chez toi, tout seul, vraiment tout seul, tu vois, toi aussi tu sais faire la double pensée. Je te l'ai dit, 1 est égal à 0,99999 à l'infini. Donc 1 n'existe pas. Cherche bien, tu ne peux pas prouver que j'ai tort. Donc si tu ne peux pas prouver que j'ai tort, c'est que j'ai raison. Dis-moi, combien de doigts je te montre? Est-ce que tu en es persuadé? Est-ce que tout ton être, toutes les cellules de ton corps suivent cette même direction? Est-ce que je pourrais te conseiller la lecture de 1984 de George Orwell? Moi, j'ai personnellement adoré. Mais je peux totalement concevoir que certains y voient un récit prophétique à la philosophie pétée de la tronche et passent complètement à côté. Comme tout ce que j'ai dit d'ailleurs. Est-ce que je te conseille ce roman? Je dois rester cohérent. La réponse n'a d'intérêt qu'à un niveau individuel. Donc je ne peux pas te dire. Plus clairement, j'en sais rien, démerde-toi. Factuellement, je trouve que proposer autant d'éléments, autant de créations, aussi originales et aussi étendues, donc en général autant de richesses en seulement 390 pages, ça tient du génie. Rapidement, au rayon des adaptations, elles sont nombreuses, il y a eu films, téléfilms, pièces de théâtre, bandes dessinées. Je vais pas te les lister parce que je crois que tu es assez grand pour aller sur Wikipédia tout seul. Je vais te parler simplement du film réalisé par Michael Radford, sorti en 1984, comme c'est étrange. Au casting, tu retrouves John Hurt, 17 ans avant qu'il ne mette sa baguette dans les mains d'Harry Potter. T'as vraiment l'esprit tordu, mon pauvre. Susanna Hamilton dans le rôle de Julia et Richard Burton dans le rôle de O'Brien, qui d'ailleurs signe là sa dernière prestation au cinéma puisqu'il est mort quelques mois après le tournage. Un hommage lui est rendu dans le générique. La musique est signée Dominique Muldonet et un peu plus originale Eurythmics, le groupe à l'origine du tube Sweet Dreams Are Made of This. Je suis un admirateur de la chanteuse de ce groupe, Annie Lennox, et j'ai été un petit peu déçu de n'entendre sa voix finalement que dans le générique de fin. Pour le reste, c'est de la musique au synthé, donc rien de bien original non plus. C'est un très bon film et une adaptation très fidèle, il y a quelques différences, mais
rien de très significatif et qui suit de très près la trame du roman. J'ai trouvé la performance de John Hurt tout à fait remarquable. Si tu ne l'as pas vu, je t'encourage à le voir. C'est tout pour cette fois. J'espère que tu as passé un bon moment devant cette vidéo qui m'a valu quelques suées dans l'organisation de ce que j'allais te raconter. Si tu l'as apprécié mais que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si tu ne l'as pas apprécié et que tu es abonné, n'hésite pas à te désabonner. Et enfin, si tu l'as apprécié et que tu es déjà abonné, ou si tu ne l'as pas apprécié et que tu n'es pas abonné, surtout, continue comme ça. Voilà, je crois que j'ai laissé personne de côté. N'hésite pas à partager ton avis dans l'espace commentaire. Doute de moi, c'est important. Et mon avis n'est que mon avis, à moins que je ne fasse que répéter. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!